Bonjour et bienvenue en cette fin d'après-midi pour ce grand débat d'Investir Day, un grand débat qui a une thématique très ambitieuse puisqu'il s'agit de savoir quelle sera la bonne allocation d'actifs pour 2021. Alors c'est vrai qu'on est dans un contexte assez morose, assez anxiogène, assez triste dirais-je même, mais à toute chose malheur est bon. Parce que finalement, ça a donné l'occasion à plein de personnes qui se sont retrouvées confinées derrière leur ordinateur de découvrir ou de redécouvrir la bourse. C'est vrai qu'on a beaucoup plus d'actionnaires individuels en cette période de deuxième confinement qu'avant le premier confinement. Des personnes qui se sont dit pourquoi pas, hein, il y a un creux de marché, c'est peut-être le moment d'investir. Mais maintenant, voilà, quels sont les bons arbitrages, quels sont les bons choix, quelle est la bonne allocation d'actifs. Eh bien, pour le savoir, j'ai le plaisir d'avoir des professionnels à mes côtés que je vais vous présenter tout de suite. Nous avons Muriel Taillade. Muriel Taillade qui est la directrice des investissements banque privée Edmond Rothschild France. Charles-Henri Lovigny, qui est le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, la F2IC, et Philippe Crevel, qui est le directeur du Cercle de l'épargne. Alors, première question très générale, bien sûr, tout le monde a envie de savoir quels sont aujourd'hui, globalement, dans le contexte macroéconomique qu'on connaît, les bons arbitrages géographiques et sectoriels, histoire de fixer un peu une situation générale. Muriel Taillade. Bien, écoutez, déjà, on ne saurait trop recommander que de poursuivre ce mouvement. En l'occurrence, pour notre part, il nous semble que les marchés actions sont effectivement infiniment plus intéressants que ne le sont les marchés obligataires, et ce sera encore le cas pour l'année 2021. On l'évoquait en introduction, les niveaux d'épargne sont extrêmement élevés, sous réserve que l'épidémie soit un peu plus sous contrôle l'année prochaine, ce que l'on peut raisonnablement espérer aujourd'hui. Eh bien, on pense en fait que la demande va repartir de façon assez importante l'année prochaine. Si vous ajoutez à cela des banques centrales qui sont toujours à la manœuvre et qui vont vraisemblablement l'être encore l'année prochaine, plus des politiques fiscales expansionnistes, sans compter l'éventuel plan de relance américain, il nous semble en fait qu'il est vraiment opportun d'être sur les marchés actions. Les marchés actions américains en particulier, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais également parce qu'ils sont absolument cruciaux, nous semble-t-il, et certains thèmes d'investissement, certaines tendances structurelles se trouvent tout particulièrement dans ces marchés-là, et on trouve des sociétés finalement que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Je pourrais avoir le même commentaire sur l'Asie. Donc je crois que pour nous, l'année prochaine, il y aura toujours un biais marqué sur les États-Unis et sur l'Asie dans nos portefeuilles. Et les marchés émergents dans tout ça ? Alors, quitte à avoir des marchés émergents, c'est vrai qu'on a une petite préférence pour l'Asie par rapport aux autres marchés, mais le fait est que nous avons une exposition large sur les marchés émergents et qui est plutôt en train de croître en ce moment. Alors, est-ce que vous partagez cet optimisme sur la reprise pour 2021 ? Parce que c'est vrai que tout le monde parle du vaccin et dès qu'il y a des bonnes nouvelles sur les vaccins, on voit que les indices ils sont tout de suite extrêmement sensibles. Tout de suite, les ordinateurs se lâchent et on voit les ordres d'achat qui déferlent. Bon, parallèlement, on sait quand même tous qu'il y a des entreprises qui vont être très durablement touchées. Certains secteurs seront particulièrement vraiment handicapés. Je pense par exemple à l'aéronautique, pour n'en citer qu'un. Les perspectives bénéficiaires des entreprises ne sont pas toutes au beau fixe. Donc est-ce qu'il faut quand même être optimiste et est-ce que c'est le moment d'investir ? Est-ce que c'est le moment d'y croire ? Philippe Crevel. Je pense qu'il faut avoir raison garder. C'est vrai qu'on est, on va dire, dans les 6 prochains mois encore dans une phase intermédiaire. On est aujourd'hui au début de l'histoire des vaccins. Il faudra certainement l'ensemble de l'année 2021 et certainement 2022 pour vacciner une grande partie des populations mondiales et surtout des populations occidentales. Donc déjà, ça va durer dans le temps. Deuxièmement, on est quand même dans un processus de mutation économique extrêmement violent. Mutation qui, au départ, n'avait été indépendante de la crise sanitaire. La digitalisation, la robotisation, c'était là avant. Le problème au niveau des banques, au niveau donc de l'industrie automobile également. Là, c'est pas la digitalisation, la robotisation, c'est la transition énergétique. Et on voit bien que tous les gouvernements aujourd'hui veulent utiliser les plans de relance à la fois pour lutter contre l'effet récessif de la crise sanitaire et également pour faciliter la transition énergétique dont on sait qu'elle va coûter très cher. Et donc, c'est très ambitieux comme programme. Oui,
Oui, mais on voit quand même que ça s'accélère. On voit bien que les normes qui sont prises sur les voitures, ça avait des effets majeurs sur l'industrie automobile avant la crise sanitaire. On voyait les ventes de diesel évidemment chuter, et on voit qu'aujourd'hui, ça va encore plus vite. Parce que les villes prennent des mesures, les États embrayent, et donc on est dans une situation où justement il va y avoir des changements économiques majeurs, et il y a évidemment dans ces cas-là un redéploiement au niveau des entreprises. Tesla est devenu la première capitalisation au niveau de l'automobile. On peut juger ça un peu irrationnel, mais c'est un fait. Aujourd'hui, Tesla vaut plus cher que Toyota, que Mercedes. Donc on voit qu'il y a des opportunités en ce qui concerne les entreprises qui se sont axées sur la transition énergétique, sur le développement durable. Également, on voit que tout ce qui est santé, avec la crise sanitaire, évidemment, c'est un plein boom. Et ça va continuer parce qu'il y a le vieillissement de la population. Il y a les problématiques, on va dire, liées à l'âge qui se renforcent. Donc on voit bien qu'on est à un moment charnière. Il y a des tendances de fond qui existaient et qui se renforcent avec la crise sanitaire. Et donc c'est évidemment le bon moment pour se dire, est-ce que je dois redéployer mon argent vers des actions porteuses dans les 10-20 prochaines années, ou est-ce que je reste coincé avec mes obligations qui ne rapportent rien? Parce que par définition, le problème de la solvabilité des États va se poser aujourd'hui, demain et certainement dans les 10 prochaines années. Certes, alors, mais moi je suis investisseur individuel, je suis derrière mon ordinateur, j'ai regardé un petit peu les mouvements de la bourse, j'ai vu la grosse chute et j'ai vu l'énorme rattrapage. Bon, certes, on est encore en négatif depuis le début de l'année. Et est-ce que c'est pas trop tard pour investir? Est-ce que c'est le bon moment pour investir? Comment est-ce que je m'y prends très concrètement, Charles-Henri Dauvigny? Alors, pour rebondir aux deux commentaires, on s'est aperçu quand même entre le mois de mars et le mois d'avril que vous aviez à peu près 150 000 Français qui ont investi pour la première fois en bourse. Donc, et maintenant, on peut estimer qu'il y a 200 000 actionnaires supplémentaires en France. Ils ont profité justement de cette baisse des marchés pour accéder au marché actions. Et donc, pour une fois, l'individu a acheté au son du canon et il n'a pas vendu au son du canon et acheté au son du clairon. Donc vous avez bien travaillé. Donc finalement, on a porté la bonne parole. Voilà, on a fait un peu de pédagogie et enfin, les Français ont investi au moment où c'était le plus bas. Alors ils avaient vu ce qui s'était passé en 2008. Ils se sont dit, en 2008, il y a eu une chute très forte des marchés et ça a repris. Donc à un moment ou à un autre, les marchés peuvent reprendre. Là, on est un peu surpris aussi par la hausse assez rapide des marchés. Et je pense que il y a un certain nombre de secteurs. Vous avez parlé de l'aéronautique. L'aéronautique, est-ce qu'on va arrêter de voyager? Je ne pense pas. Est-ce que l'aéronautique va évoluer? Oui. Donc, est-ce que c'est pas le moment aussi peut-être d'investir dans l'aéronautique? Je n'en sais rien, je suis pas là pour donner des conseils. Moi, je leur dis aux adhérents et aux Français qui veulent investir en actions, il faut regarder l'ensemble des sociétés dans lesquelles ils souhaitent investir. D'abord, il faut qu'ils connaissent le marché, connaissent l'entreprise. Il faut qu'ils connaissent l'environnement de cette entreprise, parce qu'on ne va pas investir dans une boîte qu'on ne connaît pas. Ça ne sert à rien, parce que sans ça, c'est juste du casino. Et alors qu'en fait, quand on devient actionnaire, il y a quand même un affectio societatis, et on y va pour du long terme. Généralement, on accompagne l'entreprise dans son développement. Et voilà. Donc, il faut bien regarder ce que fait cette entreprise, quels sont ses produits, quels sont les marchés sur lesquels ils vont. Est-ce que c'est aux États-Unis, est-ce que c'est en Asie, en Afrique? Il y a encore 2 ans, on parlait que de l'Afrique. Malheureusement, on en parle moins, mais je pense qu'il y a encore des opportunités en Afrique. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, donc quand on est actionnaire ou qu'on veut devenir actionnaire, il faut bien analyser et surtout pas s'éparpiller. Mais quand on s'y connaît pas trop, il y a quand même le recours de la gestion collective aussi. Alors, après, il y a la gestion collective, et là, je pense que le plus simple, c'est de prendre des ETF. Ou des trackers, ça dépend. Voilà. Et là, maintenant, vous avez beaucoup de partisans de la gestion active aussi qui expliquent qu'ils font quand même beaucoup mieux que les indices, surtout dans des périodes où il faut être très sélectif. Mais justement, quand vous voulez commencer, je pense que c'est bien de commencer par des trackers, parce que ça vous donne... Les trackers, c'est les fonds indiciels cotés. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle les ETF aussi. Et vous en avez, mais dans toutes les gammes, quoi. Je veux dire que vous avez plein d'indices. Là, j'en ai vu encore un récemment développé par BNP Paribas sur la préservation des océans. Donc, vous êtes préoccupé par cette problématique de développement durable et des océans, vous pouvez aller sur ce type d'ETF. Moi, je trouve ça intelligent.
Après, vous avez, on parlait de l'Asie, vous voulez aller sur l'indice de l'Asie, vous en avez pas mal sur l'Asie. Et en plus, le petit avantage, c'est que vous pouvez les mettre dans votre PEA. Oui, donc on voit qu'il S'ils sont fabriqués en France. Il y a une infinité de possibilités. Hein. Voilà. La gamme est extrêmement large. Alors, bon, c'est vrai que c'est très tentant d'aller en bourse sur certaines sociétés parce que justement, vous parliez de cette affectio societatis et on peut se dire, vraiment, cette société, elle est bien, elle fait des efforts pour l'environnement. Enfin, il y a une infinité d'avantages à miser sur les actions. Mais il y a quand même une certaine crainte des Françaises qui veulent avant tout c'est préserver leur argent. Et le modèle, le paradigme précédent, c'était, il y a une partie qui est risquée sur les actions, et puis il y a une partie qu'on sécurise, qui est la partie obligataire. Est-ce que c'est toujours vrai ça? Est-ce qu'on peut toujours continuer à sécuriser une partie de son portefeuille en investissant sur les obligations? Parce que ça fait partie de l'allocation d'actifs aussi, la partie obligataire. Est-ce que ça reste toujours le placement sûr pour l'épargnant? Muriel Taillade. Moi, je pense que tout le monde n'a pas devant soi l'horizon de placement qu'il faut avoir pour pouvoir être investi sur les marchés d'actions. Si votre horizon n'est que, admettons, de 5 ans, il faut avoir une dose d'obligations dans son portefeuille. Alors, certes, aujourd'hui, ce ne sera certainement pas des obligations d'État que l'on vous préconisera, ce sera peut-être des obligations, c'est plutôt des obligations d'entreprise, des obligations d'entreprise de bonne qualité. Elles vont offrir un rendement qui sera faible, qui sera néanmoins positif relativement à ce qui se passe aujourd'hui sur les emprunts d'État qui offrent des rendements négatifs. Donc, évidemment, c'est pas très attractif. Je vous le concède. En revanche, sur le crédit et crédit de bonne qualité, vous ne prendrez pas des risques très importants avec une rémunération qui sera effectivement très faible. Mais néanmoins, si vous avez un horizon qui est assez bref, je ne saurais trop vous recommander là encore d'en avoir un petit peu quand même et de panacher votre portefeuille avec des actions et un peu d'obligations. Et d'ailleurs sur les marchés obligataires, je pense qu'il reste des opportunités aujourd'hui. Ce serait faux de dire qu'il n'y a plus rien à faire, mais effectivement elles sont plus resserrées, plus étroites qu'il y a ne serait-ce que 2 ans de cela. C'est vrai que le problème, c'est de choisir entre des obligations d'État qui ont un rendement à 0, voire négatif, ou des obligations privées qui, si elles sont plus attractives sur le plan du rendement, sont aussi beaucoup plus risquées. Alors, c'est quand même pas évident de faire les bons arbitrages, Philippe Crevel. On voit bien qu'en France, il y a une appétence, c'est vrai, pour la garantie en capital. Et on le voit bien sur l'assurance vie, 1730 milliards d'euros, 80%, c'est du fonds euro avec cette fameuse garantie en capital. Et donc des obligations, beaucoup d'obligations d'État, un peu de corporate. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les Français hésitent à aller dans l'assurance vie parce qu'ils n'ont pas envie d'aller sur les unités de compte. Donc il y a un petit retrait quand même sur l'assurance vie. Mais néanmoins, il y en a 30% qui acceptent de jouer le jeu. Enfin, du moins, on met aujourd'hui 30% de sa collecte assurance vie en unité de compte, donc c'est un vrai progrès. Mais je pense qu'il y a donc évidemment qu'il y a une place pour l'obligataire. On ne peut pas dire autre chose. Et d'ailleurs, dans le PER, dans le plan d'épargne retraite, qui a été commercialisé depuis le 1er octobre 2019, on a prévu par défaut la gestion donc sécurisée, déléguée sécurisée, qui permet justement en fonction de l'âge de prendre plus ou moins de risques, de diminuer la poche obligataire quand on est jeune et de la renforcer dans le cadre d'une gestion traditionnelle, en fonction donc de l'avancée en âge et de quand on se rapproche de la retraite. Donc je pense évidemment aujourd'hui qu'il y a de la place. Simplement la conséquence, ça vaut pour les fonds euros de l'assurance vie, comme pour les obligations qu'on aurait directement en compte titre, c'est évidemment que cette garantie a un prix, un coût, et c'est un rendement très faible, voire négatif sur les obligations d'État, et c'est le prix à payer d'une certaine sécurité par ailleurs. Et Charles-Henri Devigny, chez les investisseurs individuels que vous contactez malgré le confinement, qui vous téléphonent ou qui envoient des questions sur votre site, est-ce que vous constatez une appétence quand même pour l'obligataire Alors moi, c'est un peu particulier parce que les gens qui nous appellent, soit c'est des débutants, soit ce sont des gens qui sont un peu experts et qui cherchent justement des horizons, des placements un peu différents. Donc, je vais juste revenir sur le marché action. Sur 20 ans, c'est quand même un rendement entre 6 et 7% à dividendes réinvestis. Donc, par rapport aux 0,75 ou 0,5. C'est quand même un sérieux concurrent pour le marché obligataire. C'est un sérieux concurrent pour. Et donc, c'est assez lissé et c'est assez sécurisé. En revanche, il y a un produit obligataire qui existe pour les gens qui
aiment pas prendre des risques, parce que c'est quand même pas très risqué, mais en même temps, il faut avoir cette appétence. C'est ce qu'on appelle les FCPR de sociétés non cotées. Vous avez de plus en plus de sociétés de gestion qui vous proposent ce type de produit et qui vous permettent, vous, à un horizon de 6-7 ans, d'avoir un rendement plus élevé que le marché obligataire coté traditionnel que vous avez. Et ça, il y a une demande de plus en plus forte. Alors la BPI en a sorti un récemment. Alors, je suis un peu inquiet parce que en termes de communication, ils ont dit qu'ils espéraient pouvoir fournir un rendement entre 5 et 7%. Très bien. C'est sympathique, hein, comme ouais, c'est très sympathique, mais après, il faut regarder un peu les détails. Est-ce que c'est crédible ? Non, mais c'est pas ça. C'est que quand vous regardez les tarifs, ils vous prennent 3,92 par an de frais de gestion. Et ensuite, ils vous expliquent que si vous souscrivez après le 1er avril, ce sera 2% de plus. Donc en fait, toute votre marge est bouffée, quoi. Donc je suis un peu inquiet par ce type de produit qui est mis sur le marché en avant par la BPI et par le gouvernement, qui vous disent investissez, alors qu'en fait derrière il restera pas forcément grand-chose. Voilà. Donc pourquoi pas investir... mais vous avez d'autres possibilités, d'autres sociétés qui font ça, hein, donc, à des frais moindres. Il y a une alternative aussi, c'est d'investir en direct en action. Il y a des frais de courtage qui sont très écrasés maintenant par les courtiers en ligne qui permettent vraiment de minorer les frais de courtage. Et si on se replace dans notre débat qui est donc celle de l'allocation d'actifs, il y a toujours un petit match entre grandes valeurs et petites valeurs. Alors les grandes valeurs qui ont quand même très bien performé, les petites valeurs qui ont été beaucoup plus touchées par la crise, mais justement, est-ce que c'est pas aujourd'hui le moment de revenir sur ces petites valeurs pour profiter justement du rebond qu'elles peuvent réaliser après la période Covid, en période de vaccin, quand la croissance sera de nouveau au rendez-vous. Est-ce qu'il faut aujourd'hui vraiment regarder plus attentivement l'univers des petites valeurs, Muriel Taillane? Absolument, nous partageons totalement cet avis. J'ai indiqué tout à l'heure, il nous semble que l'année prochaine, en fait, sera une année de reprise. Et donc, on peut se réintéresser. Nos portefeuilles étaient très, très, très croissance, en fait, toute cette année. Là, on a eu envie, finalement, d'avoir des portefeuilles un peu plus équilibrés, qui refassent une place aux valeurs plus cycliques. Donc aujourd'hui, on a fait ce genre d'achat. Qu'est-ce que j'entends par valeur cyclique? Ça peut être certaines entreprises industrielles, c'est peut-être le transport que l'on évoquait tout à l'heure, c'est peut-être certaines boîtes du tourisme qui refont finalement apparition dans nos portefeuilles. Les petites et moyennes valeurs peuvent correspondre aussi à cette notion-là, en fait. Elles peuvent amener une dose de cyclicité à votre portefeuille. Donc oui, on se réintéresse aux petites valeurs que nous n'avions pas beaucoup, je dois dire, toute cette année. Et ça y est, elles refont leur entrée dans nos portefeuilles. Alors si on se place toujours dans un contexte extrêmement concret, Charles-Henri Dauvigny, qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux personnes qui veulent investir sur les petites valeurs? Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? Est-ce qu'il faut être capable d'éplucher leur bilan? Est-ce qu'il faut surtout s'intéresser à leur activité, à leur croissance, à leur potentiel de développement? Quelles sont les mises en garde que vous pouvez formuler et puis les conseils pour justement investir sur ces petites valeurs? C'est sûr qu'il faut quand même regarder avec attention ces valeurs-là, parce que d'autant plus qu'elles ne sont pas suivies par des analystes. Donc vous avez peu d'analyses sur ces valeurs. Donc les analystes parisiens se consacrent aux grosses, au SBF 120, mais après il y a peu de contenu et d'informations sur ces entreprises. Donc quand on veut investir, il faut quand même regarder le business model, regarder son marché, ce que je disais tout à l'heure. Il faut véritablement regarder l'environnement. Et ce qui est frappant, c'est que lorsqu'il y a encore des introductions en bourse en ce moment, le marché ne s'est pas tari, et au contraire, c'est reparti. Au mois de novembre, il y a 2 ou 3 introductions qui ont été faites. Et on s'aperçoit que l'appétence pour les particuliers pour ce type de valeur est très fort. C'est à peu près un quart du papier placé chez le particulier. Donc ça montre que justement les actionnaires individuels apprécient ce type de valeur. Et donc s'ils y vont, il faut être aguerri et ils regardent quand même de manière scrupuleuse les bilans et l'environnement de l'entreprise. Donc c'est quand même la petite valeur, c'est quand même pas tout à fait un placement de débutant. Il faut déjà avoir fait un peu ses armes. Vous parliez de fonds tout à l'heure. Je pense que le fonds est particulièrement indiqué. Le fait de le faire en direct est peut-être un peu plus ardu.
Ouais. Et Muriel, vous aviez évoqué tout à l'heure le match aussi valeur de croissance, valeur qu'on appelle value, c'est-à-dire les valeurs des côtés. Je veux dire que ces dernières années, les valeurs de croissance ont eu la part belle. Hein. C'était quand même là-dessus qu'il fallait miser. Est-ce qu'on peut avoir un changement de modèle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine, ne serait-ce que par un mouvement des investisseurs qui peuvent essayer de revenir sur celles qui étaient des côtés, parce que c'est vrai que les valeurs de croissance sont peut-être arrivées au bout d'un cycle. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, il me semble qu'il faut continuer à avoir certaines valeurs de croissance, puisqu'il y a des thèmes, des tendances de fond que vous évoquiez tout à l'heure, fort justement, qui seront toujours à l'œuvre, et elles font la part belle, en fait, ces grandes tendances de fond. Je pense aux énergies renouvelables, par exemple, je pense à certains secteurs de la technologie. Il faut les avoir dans un portefeuille bien diversifié, donc il faut continuer à avoir des valeurs de croissance. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, on peut commencer vraiment à se réintéresser à ces secteurs qui ont été malmenés tout au long de l'année 2020 et pour lesquels vous pouvez avoir de jolies affaires à faire. C'est assez net. Là aussi, vous le citiez tout à l'heure, certains segments, effectivement, de l'hôtellerie, par exemple, ou du transport. Donc aujourd'hui, on a encore une fois, on les réintroduit dans nos portefeuilles pour avoir quelque chose de plus équilibré, donc donc toujours de la croissance, mais finalement matiné de segments un peu plus value. Alors, vous parliez tout à l'heure de grandes tendances. Philippe Crevel en parlait également. Il y a une autre grande tendance qui se dessine, c'est celle vraiment de l'ESG, celle de l'investissement socialement responsable, de l'ISR. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est un habillage marketing? Ou est-ce que c'est vraiment un mouvement de fond? Quelle place y accordent les investisseurs? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est devenu corps dans un portefeuille aujourd'hui, Philippe Crevel? L'ISR, l'investissement socialement responsable, ou l'ESG, en fait, le point de base, ça a été un peu l'épargne salariale en France, qui a été un des vecteurs importants pour la diffusion de ce type de produit dans le cadre de l'épargne salariale qui représente une centaine de milliards d'euros en France. Donc c'est vrai que c'est un petit compartiment, mais on va dire que ça se diffuse maintenant au-delà. On voit qu'il y a des obligations pour les compagnies d'assurance de présenter des produits, des fonds donc ISR, et on voit une multitude de labels donc se développer sur le sujet, parfois à tort et à travers, parce qu'on ne sait plus évidemment où on en est, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une appétence de la part des épargnants. Longtemps, on a dit « Oh, le fonds ISR, ça rapporte pas grand-chose, etc. On fait du social, mais on fait pas du rendement. » Parce que pour un épargnant, ce qui compte quand même, c'est le rendement. Or, aujourd'hui, on voit que c'est conciliable. Voire, quand on parle des valeurs de croissance, elles sont, pour un grand nombre d'entre elles, sur ces secteurs. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'on est en phase, et les grands institutionnels que sont les compagnies d'assurance, les fonds souverains, aujourd'hui, se développent en mettant en avant justement que leurs fonds sont compatibles ISR. Des grandes institutions, que ce soit BNP Paribas, G2R, La Mondiale et bien d'autres, mettent en avant donc justement leurs fonds, même obligataires maintenant, qui doivent être compatibles avec des valeurs ISR. Donc on voit bien qu'on est rentré maintenant dans un autre monde au niveau de la vision qu'on peut avoir de l'ISR. Alors c'est vrai que pour les institutionnels, maintenant l'ISR c'est un passage quasi obligatoire, mais est-ce qu'on le constate aussi chez les investisseurs individuels? Est-ce qu'on constate ce souci d'environnement, de gouvernance chez les particuliers, Charles-Henri Dauvigny? Vous avez deux types. Je pense que M. Crevel a tout à fait raison d'insister, de dire que chez l'épargnant, il y a une certaine appétence pour l'ESG. Et on le constate, je pense, de plus en plus quand ils souhaitent investir dans des fonds. Quand ils souhaitent investir en direct, c'est pas leur première préoccupation. Quand vous investissez dans un fonds, c'est du long terme et vous cherchez du rendement, mais sécurisé et avec avec du sens quand même. Vous donnez un peu de sens à votre argent. Quand vous investissez en direct, vous allez chercher la plus-value et le rendement. Et là, à partir de là, vous cherchez une boîte qui va vous permettre de gagner de l'argent. Donc, cette boîte respecte des critères ESG, ISR, tant mieux pour vous. Mais c'est pas la première préoccupation qui va vous faire investir dans Tesla ou dans Saint-Gobain ou dans L'Oréal ou autre. C'est pas le premier argument qu'il faut mettre en avant quand vous cherchez un actionnaire en direct.
En revanche, c'est bien en deuxième position. Et par contre, les fonds, oui, là, en l'occurrence, on voit cette appétence arriver de plus en plus. Alors justement, Philippe Crevel parlait des nombreux labels qui étaient attribués aux fonds. Il y a de plus en plus de fonds qui ont ce fameux label ISR. Il y a un autre label qui est apparu très récemment, c'est le label Relance. Est-ce que ça fait pas un peu trop, tous ces labels? Comment est-ce que le particulier s'y retrouve? Est-ce que trop de labels tue le label? Pour moi, c'est un peu le risque. C'est un peu le risque, c'est qu'on ne sait plus justement quelle est la bonne référence, qu'il y a concurrence entre les labels. Et ce qui va être important, c'est quand même derrière, c'est le conseil qu'on peut avoir, c'est quand regarder ce qu'il y a dedans, vraiment au sein du fonds. Et puis bon, le label, c'est voilà, on sait ce que ça vaut. C'est comme le vin, il y a les médailles d'or, les médailles d'argent, etc. Ça garantit pas toujours la bonne qualité du vin. C'est parfois une indication. Mais c'est parfois une indication. Voilà, il faut pas avoir l'œil rivé simplement sur le label. Et c'est vrai que en matière d'ISR, on a toujours eu un problème, c'était la définition de l'ISR. Les professionnels demandaient une définition. Et là, il y en a, mais il y en a peut-être un peu trop. Charles-Henri ? Oui, quand vous voyez qu'il y a des fonds en euros qui se font labelliser ISR, on se demande où est la logique, quoi. Et sur le label Relance, c'est très bien. Je veux dire que, au contraire, je pense qu'il y a un moment ou un autre, il faut marketer et mettre des marqueurs pour que les gens se disent on va investir dans tel ou tel secteur. Après, les conditions de ce label Relance, je me pose juste une question, c'est une entreprise doit être décarbonée. Donc ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas investir dans Total, ni dans Engie, qui en fait veulent faire la transition énergétique et écologique, mais je ne peux pas les accompagner. Elles sont avec aussi le label des entreprises Relance. qui se réinventent et qui investissent beaucoup c'est la même aussi chose, je pourrais pas mettre dans les énergies renouvelables. Je peux pas mettre du Renault parce que je comprends pas forcément très bien la cohérence du label. Bon, après, je sais pas, c'est pas moi qui décide. Oui, c'est toujours délicat de s'y retrouver et de faire la part des choses. Mais écoutez, merci à tous les trois. J'espère que nous aurons éclairé les investisseurs et que nous aurons donné à ces investisseurs anciens ou nouveaux de bonnes pistes pour faire des investissements fructueux en 2021. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.